La robe d'une femme noire a été déchirée par des policiers, et l'appel de son avocat aurait provoqué la fermeture d'un commissariat entier. Tout s'est passé en plein jour. Par un samedi matin animé. Au marché hebdomadaire de Redwood Falls, les couleurs, les sons et le doux parfum des pêches emplissaient l'air. Les enfants serraient des cornets de maïs soufflés. Des couples de retraités flânaient tranquillement devant les stands de miel local et de savons artisanaux. Tout semblait parfaitement normal. Jusqu'à ce qu'un cri perçant brise le calme comme un couteau. « Enlève tes mains de moi !» Les têtes se tournèrent juste à temps pour voir deux policiers plaquer violemment une femme noire sur le trottoir, entre un étal de fleurs et un vendeur de confitures. Son sac à provisions s'ouvrit brusquement, des pêches roulant sur l'asphalte. Un policier lui saisit le bras, l'autre lui tira l'épaule, et dans le chaos, sa robe d'été se déchira gravement, une longue déchirure exposant sa cuisse et ses sous-vêtements. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Un sac de tomates tomba au sol. Un bambin se mit à pleurer. Elle s'appelait Danielle Brooks. À 34 ans, sa peau d'un acajou profond luisait sous le soleil ardent, sa robe bleu marine déchirée sur le côté. Pieds nus désormais, ses sandales jetées sur le côté lorsqu'elle fut projetée au sol. Ses cheveux bouclés, noués en un chignon bas protecteur, s'étaient légèrement détachés. Pourtant, malgré tout cela, sa voix restait ferme. « Tu fais une erreur, dit-elle en serrant les dents. J'ai un reçu. Ce savon était un cadeau. Tournez-vous, aboya un policier, blanc et trapu. Le visage plus rouge que les tomates à ses pieds. Son badge indiquait Glenn. L'autre, plus mince et plus pâle, le regard perçant, était l'adjoint Aldan. Des téléphones apparurent aussitôt. Des caméras filmant tout. Depuis le bord du marché, une femme a crié, et, elle n'a rien fait. Une autre voix a repris, c'est Danielle. Elle travaille au programme d'alphabétisation scolaire. Mais les officiers n'y prêtèrent aucune attention. Glenn fouilla dans le sac de Danielle et en sortit un reçu imprimé qui vola par terre. Aldan lui fit claquer les menottes. Pas une seule fois ils ne s'arrêtèrent pour lui demander qui elle était. Mais Danielle n'était pas une avocate ordinaire. Elle était avocate diplômée de la faculté de droit de Columbia et ancienne enquêtrice des droits civiques du ministère de la Justice. Ayant passé des années au sein des équipes de lutte contre les abus policiers. Elle travaillait désormais pour une association à but non lucratif spécialisée dans les enquêtes d'infiltration. Et aujourd'hui, elle avait choisi Redwood Falls. Cette arrestation n'était pas seulement brutale. C'était une erreur catastrophique dont le département ne se remettrait jamais. Tandis qu'il la relevait par les bras, sa robe déchirée exposant plus que sa dignité ne le permettait, Danielle scruta la foule du regard. La plupart étaient figés sous le choc. Mais une adolescente tenait son téléphone bien haut, diffusant en direct. Leurs regards se croisèrent. C'était tout ce dont Danielle avait besoin. Cet incident ne sera pas enterré. À l'intérieur de la voiture de police, la chaleur était étouffante. Glenn jeta son sac sur le siège avant et se glissa derrière le volant. « Tu crois que tu peux juste voler à l'étalage et jouer la victime, hein » ricana Teil. Danielle n'a rien dit. Aldan la regarda dans le rétroviseur. Quelque chose vacilla ou une hésitation. Peut-être une reconnaissance puis disparut. Alors que le moteur rugissait, Danielle se pencha délibérément en arrière. « Tu vas le regretter, dit-elle doucement. » Glenn rit, un son dur. De belles paroles de la part de quelqu'un menotté. Danielle n'a pas bronché. « Appelle ton superviseur. » Tout de suite. « Quoi ? Tu trouves ça génial ? Tais-toi et tais-toi. » Avant qu'il ne puisse s'éloigner, un vendeur du marché a frappé à la vitre du passager. « Tu t'es trompé de personne. Je lui ai vendu ce savon. Je la connais. » Glenn ignora l'homme. Au moment où ils sont arrivés à la gare, 3 vidéos de l'incident étaient déjà virales. La première, une vue plongeante au-dessus du stand de fleurs, montrait Danielle en difficulté. Sa robe se déchirant tandis que l'agent Glenn ignorait de manière flagrante son reçu. Le deuxième, un gros plan, capture son genou heurtant le trottoir et le sifflement aigu de la douleur. La troisième, diffusée en direct, montrait la foule crier pour la défendre et Aldan baissant ses lunettes de soleil, comme pour cacher son visage. Au commissariat de Redwood Falls. Danielle a été traînée devant la réception. Un officier plus âgé leva les yeux en fronçant les sourcils. « Qui est-ce ? » « Je l'ai surprise en train de voler à l'étalage au marché, » marmonna Glenn.
L'homme plissa les yeux, confus. C'est pas la dame de l'école? La campagne de lecture? Elle a couru quand je lui ai demandé de voir son sac. Daniel rigola doucement. Vous mentez officiellement maintenant. Fascinant, les yeux de Glenn se plissèrent. Continuez à parler. Vous aussi, vous serez accusé de résistance. Ils l'ont fait passer devant le tribunal et l'ont conduite dans une cellule de détention vide. Alors que la porte claquait derrière elle, Aldan s'attarda, l'air mal à l'aise. Daniel s'avança. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la corruption est profonde dans votre département, monsieur l'adjoint? Aldan cligna des yeux. De quoi parles-tu? Tu le sauras bientôt. Il recula. Le visage pâle. 15 minutes plus tard, Glenn est revenu en tenant son téléphone. Quel est ton code d'accès? Daniel n'a pas répondu. Vous ne le récupérerez pas sans le déverrouiller. Elle croisa les bras. Je veux mon appel. Glenn se moqua. Tu crois que tu as le droit de faire des demandes? Je connais mes droits. Une pause. D'accord. Un appel. Pas de bêtises. Daniel a été conduite au téléphone de bureau. Elle composa lentement le numéro, délibérément. Ça a sonné une fois, 2 fois. Justice League Foundation. Dit la voix claire à l'autre bout du fil. Ici Shadow 13, dit Daniel. Activation requise. Redwood Falls. Code d'incident 4D. La ligne s'est arrêtée. Compris. Vous êtes en direct. Oui. Des images circulent. Je suis en garde à vue. Protocole d'extraction requis dans l'heure. On l'a déjà vu. Tenez bon. Elle a raccroché. Glenn resta figé. Qu'est-ce que c'était que ça? Daniel le regarda droit dans les yeux. Vous venez d'arrêter la mauvaise femme. De retour dans sa cellule de détention. La Justice League Foundation et une coalition à but non lucratif d'anciens procureurs, de juristes et d'enquêteurs numériques avaient déjà déployé son unité d'intervention rapide. À 15h17. Un journaliste d'un média de taille moyenne a tweeté. Flash, la femme agressée lors de son arrestation à Redwood Falls n'est pas seulement une militante pour l'alphabétisation. C'est une ancienne avocate spécialisée dans les droits civiques au ministère de la Justice. Des images montrent des policiers lui déchirer la robe lors d'une détention injustifiée. À 15h24. L'histoire a atteint les tendances nationales sur Twitter. À 16h02. Quelqu'un à l'intérieur du commissariat s'est rendu compte que toutes les images de sécurité externe avaient été sauvegardées à distance. Horodatées et divulguées sur un serveur crypté appelé Redwood Fallout. L'officier Aldan était assis à son bureau, les paumes moites, repensant à la robe déchirée. Au cri de la foule et à la voix calme de Daniel dans son esprit. Ce ne sont pas seulement les citoyens qui exigeraient des réponses, mais aussi les affaires intérieures. Et Daniel était assise calmement dans sa cellule de détention, les yeux fermés, l'expression indéchiffrable. Ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Je vais partir d'ici, shérif. Mais pas en catimini. Et quand je partirai, je veux tous les dossiers concernant les agents Glenn et Aldan. Plaintes internes, rapports de civil. Relevés de caméras corporelles, je les veux avant le coucher du soleil. Buckley rit doucement, mais le son n'atteignit pas ses yeux. Tu crois être en position d'exiger quoi que ce soit? Daniel se leva lentement, se redressant de toute sa hauteur. Vous n'êtes pas stupide, shérif. Vous avez vu la vidéo. Vous savez ce qui va arriver. Le sourire de Buckley s'estompa. Il se tourna vers la porte en murmurant, sortez-la d'ici. Daniel a été libéré sans inculpation à 14h42, sans excuse ni explication. Dehors, la ville avait changé. Pas visiblement, mais perceptiblement. Alors qu'elle franchissait les portes vitrées du commissariat, les regards se tournèrent. De l'autre côté de la rue, une femme brandissait son téléphone. Visiblement en train de filmer. Un jeune homme, adossé à une boîte aux lettres, murmurait dans son casque. Daniel traversa la rue, son sac désormais zippé, la démarche posée. Et disparut dans une Hyundai gris foncé qui attendait au bord du trottoir. À l'intérieur était assis un homme d'une trentaine d'années mince, au regard perçant. À la barbe taillée et portant un badge du ministère de la Justice discrètement glissé dans la poche de sa veste. Ellie Warner.
Quelle sacrée façon de réapparaître, dit-il sans la regarder. Les yeux fixés sur le rétroviseur. Je n'avais pas prévu que la robe se déchire, répondit-elle sèchement, mais le marché, c'était le point de pression parfait. Il s'éloigna de la gare sans un mot de plus. Ils roulèrent en silence pendant 2 pâtés de maison. Puis Daniel prit la parole. « Tu as mon dossier ?» Ellie lui a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient des plaintes datant de 7 ans. 8 rapports distincts pour usage excessif de la force concernaient Glenn, 4 concernaient Aldan, tous classés discrètement. Les signatures des examinateurs internes étaient répétées pour chaque licenciement. Daniel les feuilleta avec une précision clinique. Et les archives de surveillance ? Éliminées en moins d'1 heure, dit Ellie. Mais on a eu 3 renforts complets sur les étals du marché. Votre équipe a été rapide. Daniel hocha la tête. Nous nous attendions à une réaction négative. Ellie jeta un coup d'œil en biais. Tu es toujours sûr de vouloir rester intégré. Ses yeux se sont rivés sur les siens. Tu crois que les exposés de l'extérieur auraient fonctionné ? Ces gens enterrent des traces écrites comme ils enterrent des vies. On ne peut pas combattre la pourriture du trottoir. Il faut ramper à l'intérieur. Il n'a pas discuté. Ils arrivèrent dans un motel économique en périphérie de la ville. La chambre 212 était clairsemée, mais stratégiquement située. Sortie arrière. Champ de vision obstrué par les caméras, routeur de secours sous le lit. Daniel entra et ouvrit aussitôt son ordinateur portable. Les messages affluaient déjà. Un directeur d'école de Dalton. Non loin de là, a envoyé une vidéo tremblante, un adolescent plaqué contre un casier par les mêmes policiers il y a 1 an. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais la mère de l'élève a porté plainte, mais celle-ci a disparu. Marcus Delay, un policier noir à la retraite, a envoyé par courriel des copies de photos de caméras corporelles rédigées illégalement. Il avait été licencié peu après avoir remis en question les pratiques du service. Puis, une clé USB, livrée par coursier, est arrivée, des images de sécurité de la quincaillerie en face du marché. Propre, clair et horodaté. On y voyait tout. L'angle de prise de vue a capturé l'arrestation de Daniel dans un cadre large, la robe déchirée, la réaction de la foule. L'hésitation visible de Aldan, le langage corporel agressif de Glenn. Daniel l'a transmis à la fondation. Ellie se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. La mairie a publié un communiqué. D'une neutralité absolue, dénonçant la confusion et demandant à la population d'être patiente. Daniel continuait d'écrire. Ils essaient de contenir le contre-coup. Quel est le plan maintenant ? On pousse, dit-elle. Vite, fort, sans relâche. Ellie l'observa. Tu es prête à comprendre ce que ça signifie ? Daniel arrêta enfin de taper et le regarda. Tu te souviens pourquoi j'ai quitté le ministère de la Justice ? Ouais, parce qu'ils n'ont pas voulu poursuivre le shérif à Marietta, acquiesça-t-elle. Je leur ai tout donné, témoignage. Fuite de vidéo, non, et ils ont quand même enterré l'affaire. Ils ont dit que ce n'était pas politiquement viable. Je n'attends plus d'autorisation. Un silence s'installa entre eux. Finalement. Ellie dit, il y a une chose que tu dois savoir. Il a ouvert un document sur le réseau local sur sa tablette et le lui a remis. Au début, cela ressemblait à des feuilles de calcul budgétaire. Mais les en-têtes de colonne étaient étranges, identifiant des entrepreneurs, équipe tampon juridique, interception de communication. Les yeux de Daniel se plissèrent. Quelle est cette société de surveillance privée engagée par la police de Redwood ? Débutée il y a 3 mois. Nom de code, Clarion Shield. Cette tentative d'effraction dans votre appartement d'Atlanta dont vous avez parlé ? C'était eux. L'estomac de Daniel se glaça. Elle serra les mâchoires. Ils ont déjà commencé à brouiller les pistes. Pire encore, dit Ellie, ils te surveillent maintenant. Daniel regarda le miroir sur le mur. Puis le détecteur de fumée suspendu au plafond à un équipement standard, mais son instinct lui criait le contraire. Elle se leva et le déchira. À l'intérieur. Un petit appareil d'écoute clignotait en rouge. Ellie n'a pas dit un mot. Daniel se rassit, le souffle lent et régulier. Sa voix était plus basse maintenant. Ils ont peur. Ellie haussa un sourcil. À cause d'une robe déchirée ? Non, dit-elle. Parce qu'ils pensent que je ne suis que ça.
Une femme avec une robe déchirée. Mais je ne suis pas là pour les poursuivre en justice. Dit fermement Daniel. Je suis là pour les démanteler. Ellie expira. Alors, on commence ce soir. Daniel fixait l'écran. Pas encore. Pourquoi? Elle tourna l'ordinateur portable vers lui. L'adolescente du marché, celle qui a diffusé la vidéo, avait publié une mise à jour, un nouveau clip. Non pas de l'arrestation, mais de ce qui s'est passé après. Clem. Debout avec Aldan sur le parking, en train de rire. Elle a eu le culot de me menacer, a déclaré Clem. Elle m'a dit que je le regretterais. La voix de Aldan, calme. Tu penses que c'est une plante? Je pense que c'est une autre grande gueule victime. Tout ira bien. Puis une troisième voix inconnue entra dans le cadre. À moins qu'elle ne soit connectée. Tu as vu son appel. Clem marque une pause. Aldan a répondu, cela pourrait être quelqu'un d'important. La caméra a tremblé. La fille s'était cachée derrière une voiture. Ellie regarda Daniel. Ce clip change tout. Daniel là-haut sourit, petite et dangereuse. Non, dit-elle. Ce clip confirme tout. La première demande officielle d'enquête est arrivée dans la boîte de réception du maire Monroe à 21h08. À 9h15, 3 journalistes nationaux avaient repris l'histoire. À 10h03. #Justice for Daniel était tendance. Dans la chambre sombre du motel, Daniel Brooks a ouvert un nouveau document intitulé Fichiers expurgés, journal principal. Elle a intitulé la première section. Redwood Falls, le début de la fin. Et puis elle a tapé. Parce que maintenant, la guerre avait vraiment commencé. ChatGPT a dit. Eleni, oui, tu as bien fait, dit-elle avant de raccrocher. Moins d'une heure plus tard, son deuxième téléphone jetable vibra à nouveau. Une autre vidéo arriva, celle d'une jeune fille nommée Tasha Lynn, 16 ans, en deuxième année au lycée de Redwood Falls. L'image tremblait, mais le gros plan montrait l'incident sous un autre angle. Plus important encore, la vidéo captait autre chose, l'expression d'Aldan lorsque Clem tirait sur sa robe. Tasha avait légendé la vidéo en ligne, il ne voulait pas en faire partie. Regardez son visage. Quelque chose ne va pas. Daniel se pencha en avant, observant la mâchoire d'Aldan se serrer. Son regard se détournait, sa posture se modifiait. Cette lueur de regret était réelle et maintenant, elle était publique. Elle prit note, Aldan est craquable. À 10h20. 2 autres témoignages sont arrivés. L'un d'un adolescent qui était allé au marché avec son jeune frère. L'autre d'un barista qui avait reconnu Daniel et filmé une partie de la scène depuis l'autre côté de la rue. Il ne s'agissait pas de simples passants, mais de fils conducteurs qui tissaient un filet autour de la police de Redwood. Daniel se renversa dans son fauteuil. Il est temps de passer à l'offensive, dit-elle à voix haute. Ellie, assis près de la fenêtre avec son ordinateur portable, leva les yeux. Comment? Elle sourit faiblement. Exposition publique, fuite contrôlée, une pièce à la fois. Cet après-midi-là. Daniel a publié une déclaration sur son compte personnel, longtemps inactif. Il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de chaque personne réduite au silence, de chaque robe déchirée. De chaque caméra ignorée. Redwood Falls, je te vois. Amérique, tu me regardes? La publication est devenue virale en 45 minutes. Des comptes nationaux l'ont reprise. Des célébrités l'ont retweetée. Des militants ont appelé à manifester. Des avocats des droits civiques ont décortiqué l'arrestation image par image. Et cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. On frappa à la porte du motel de Daniel. Ellie était prêt, la main près de son arme de poing, mais Daniel ouvrit elle-même. Debout. Un policier à la retraite se tenait devant lui, un Afro-Américain, la cinquantaine avancée, grand, avec des reflets argentés dans la barbe. Il leva lentement les mains. « Je m'appelle Marcus Delay. » dit-il. « Je travaillais à la police de Redwood. J'ai quelque chose que vous voudrez voir. » Daniel s'écarta. À l'intérieur. Marcus s'assit sur le lit du motel et sortit un épais dossier en papier craft. « Voici tout ce que j'avais conservé avant qu'il ne me chasse, » a-t-il déclaré. Plainte, courriel. Même les enregistrements des caméras corporelles qu'ils ont essayé d'effacer. Daniel le feuilleta.
La première page contenait une plainte interne d'une femme agressée lors d'un contrôle routier de routine, la signature, Glenn. Plus bas, une note du shérif Buckley rejetant un rapport d'usage de la force déposé par un collègue, Delay lui-même. Ils m'ont fait taire, dit Marcus. Ils m'ont dit que j'étais trop vieux jeu. Que je ne comprenais pas comment fonctionne la police aujourd'hui. Mais ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je ne pouvais plus me taire. Daniel le regarda dans les yeux. Tu vas devenir un paratonnerre. J'ai une famille, dit Marcus, mais j'ai aussi une conscience. Daniel fouilla dans son sac et en sortit un scanner portable. Ils commencèrent immédiatement à numériser ses dossiers. À minuit, Daniel a téléchargé un nouveau document dans les archives sécurisées de la Fondation, Déclaration des citoyens, première phase. Il comprenait des images du marché de Lenny, un extrait du téléphone de Tasha. Des notes internes de Marcus et un email numérisé montrant Buckley faisant pression sur les officiers pour qu'ils ignorent les règles relatives aux caméras corporelles. Chaque fichier est accompagné d'un horodatage et d'un hachage de vérification. En 20 minutes, l'archive a été téléchargée plus d'1 millier de fois. À 2 heures du matin, Ellie a reçu un appel d'un informateur à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ils sont bouleversés, a-t-il déclaré. Buckley a convoqué une réunion d'urgence. Le maire s'efforçait de rester neutre. Mais la pression publique montait. Daniel fixait le plafond du motel. Laissez-le construire. Le lendemain, la mère Hélène Monroe montait sur une estrade devant l'hôtel de ville. Calme. Vêtue d'un bleu discret, les cheveux parfaitement coiffés, elle faisait face à la presse. Je tiens à être claire, a-t-elle déclaré. Redwood Falls ne cautionne pas le recours à la force illégale. Nous examinons l'incident en toute transparence. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif temporaire. Daniel a regardé la conférence de presse depuis sa chambre de motel. Les bras croisés. Pas d'excuses, dit-elle. Pas de responsabilité. Juste un coup de pouce temporaire aux relations publiques. Ellie secoua la tête. Elle temporise. Les yeux de Daniel se plissèrent. Alors, on passe à l'étape suivante. Plus tard dans l'après-midi, elle retourna au marché. Les gens la regardaient passer d'un étal à l'autre. Certains détournèrent le regard, gênés. D'autres acquiescèrent discrètement. Puis vint l'inattendu. Une serveuse du restaurant d'en face s'est approchée d'elle avec une clé USB. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, mais mon frère a été arrêté il y a 2 ans. Il a été tabassé par Glenn. Les charges ont été abandonnées, mais il ne s'est jamais remis. J'ai des images de caméras embarquées prises à l'arrière du restaurant. » Daniel a pris le volant. « Tu n'es pas seul, dit la femme. Plus maintenant. » Daniel rangea la clé USB dans sa poche. « Tu viens de contribuer à détruire un mur, brique par brique, dit-elle. Quelque part au loin, dans une maison de banlieue juste à l'extérieur d'Atlanta. » Une lycéenne a ouvert son téléphone et a cliqué sur le dernier message de Daniel. Elle a regardé les vidéos. Elle a lu les témoignages. Puis elle a écrit. « Je vais à la faculté de droit grâce à elle, et l'a envoyé. » Le mouvement avait commencé. Daniel Brooks n'était plus une histoire. Elle était un signal d'alarme. Daniel savait que cela allait arriver. Elle se préparait à ce moment depuis que le premier clip avait été diffusé sur Internet. On ne peut pas ouvrir le cœur d'un service de police en espérant rester anonyme pour toujours. La question n'était pas si son identité serait révélée. C'était quand d'être comment. La réponse est arrivée un mardi matin à 8h13. Un animateur de podcast de droite, doué pour les sujets de conspiration, a publié le CV complet de Daniel. Avec ses qualifications au ministère de la Justice, son expérience en droit colombien et un passage de 2 ans en tant qu'analyste juridique secrète pour la Justice League Foundation. En 30 minutes, son motel était encerclé par des fourgons de presse. Dans les 45 minutes, sa mère a appelé. Daniel n'a pas répondu. À 9h du matin. Son visage était sur 3 chaînes d'information câblées, 2 titres nationaux et la première page du Redwood Gazette. Ils l'ont surnommé l'avocat en robe déchirée. À 9h15. Le maire Monroe a publié une autre déclaration. Cette récente révélation ne change rien à notre engagement en faveur d'une enquête impartiale. Cependant, nous sommes préoccupés par les intentions derrière la présence de Madame Brooks à Redwood Falls. Daniel a joué le clip en mode muet.
Traduction, dit-elle à Ellie. Ils essaient de renverser le récit. De faire de moi l'agresseur. De me dépeindre comme une plante. Tu savais que ça allait arriver, dit Ellie, sans quitter son ordinateur portable des yeux. Ils ont peur, dit Daniel. Les gens effrayés crient toujours plus fort avant de s'effondrer. À 10 heures du matin, elle est sortie du motel et s'est tenue au bord du terrain en gravier. Face à 3 caméras et une douzaine de microphones. Elle n'a pas bronché lorsque quelqu'un a crié « Êtes-vous venu ici pour piéger ces officiers ?» Daniel a soulevé le micro à 2 mains. « Non, répondit-elle. Je suis venu ici pour leur demander des comptes. » Le silence qui suivit était anormalement lourd. « Je ne suis pas venu ici avec une armée. Je n'ai pas de procès en poche. Je suis venu avec une question. Que se passe-t-il lorsque les personnes en qui nous avons confiance pour nous protéger nous humilient? Quand ils déchirent notre dignité au milieu d'un marché de producteurs et s'en vont comme si de rien n'était. Personne ne l'a interrompu. Je suis Daniel Brooks. J'ai travaillé 6 ans au ministère de la Justice. J'ai enquêté sur les violations des droits civiques de la Louisiane à l'Illinois. J'ai vu des familles se déchirer parce que personne ne les croyait. Et cette fois, j'ai choisi d'arrêter de regarder. CNN a surnommé l'incident le « Riperd ». MSNBC a diffusé la vidéo brute sans commentaire. Les réactions ont été vives, des mères ont vu leurs filles, des pères ont serré les poings, des officiers à la retraite ont partagé des anecdotes. Puis, à 16h32, Daniel a reçu un courriel anonyme de la police de Redwood, avec une voix déformée. Confirmant que la corruption dépasse Buckley et joignant une vidéo de caméra corporelle inédite. Dans la vidéo, le shérif Buckley ordonne de détruire sa crédibilité avant l'arrivée des fédéraux, révélant un plan visant à réduire Daniel au silence. Conscient qu'il s'agit d'une arme nucléaire. Daniel et Ellie décident de rendre l'affaire publique le soir même. À 19h, la Ligue des justiciers a lancé une campagne médiatique coordonnée pour dénoncer l'ordre de Buckley. Combinant des images du discours de Daniel, de la robe déchirée et de témoignages émouvants. Daniel observait la scène en silence depuis son lit de motel. Sentant l'atmosphère de la ville passer de la tension à une résolution électrique. Les manifestations se sont intensifiées dans tout le pays. Avec des pancartes ironiques sur lesquelles on pouvait lire « Abat sa crédibilité » pour dénoncer la corruption. Mais pour Daniel, ce n'était que le début. Dans sa chambre 212. Elle a cartographié des connexions allant au-delà des policiers véreux, jusqu'à tout un écosystème impliquant les entreprises privées Clarion et Shield. Qui surveillait les citoyens et partageait des données avec le juge Harold Osborne. Osborne a entériné sans discussion des arrestations douteuses. Étouffant les plaintes et permettant une surveillance prédictive ciblant les critiques et les voix marginalisées. L'affaire s'est transformée en une révélation d'abus systémiques. À 13h17. Une infirmière de l'hôpital local a révélé, sous couvert d'anonymat, avoir entendu des policiers se moquer de l'humiliation subie par Daniel, la provoquant délibérément pour justifier l'escalade. Daniel a mis en ligne ce témoignage, puis a reçu une information du lanceur d'alerte James Ryland, révélant les décisions de Osborne, occultées, concernant des affaires de brutalité. S'appuyant sur des notes internes et des versements de fonds juridiques comme preuve, Daniel a rédigé le « Redwood Nexus », détaillant chaque acteur et chaque dissimulation. Intégrant des vidéos de témoins et des documents fuités. Transmise aux rédactions nationales, l'histoire a déclenché des appels à des audits du ministère de la Justice. Buckley a nié tout acte répréhensible, entrepreneurs et juges sont restés silencieux. Daniel, épuisé mais déterminé, a vu la ville atteindre le point de rupture. L'agent Aldan a démissionné. Choisissant de coopérer sous protection. Il a avoué comment Clarion avait signalé le téléphone de Daniel. Comment Buckley avait orchestré la diffamation et comment les dissidents avaient subi des représailles. Malgré les craintes de représailles, Aldan a fourni des preuves accablantes. Grâce au témoignage de Aldan, Daniel a obtenu une injonction judiciaire pour saisir les serveurs de la police de Redwood. Des agents fédéraux ont perquisitionné le département et récupéré des fichiers déchiquetés. Peu après, le PDG de Clarion Shield a été retrouvé mort d'un suicide apparent. Faisant craindre que des témoins ne soient réduits au silence. Sans se laisser décourager. Daniel a découvert des enregistrements audio et des notes révélant des directives visant à neutraliser les dissidents. Ciblant en particulier les femmes de couleur pour provoquer la division et le chaos. En direct, Daniel s'est adressé au public.
exhortant les victimes à s'exprimer et dénonçant le système qui se cache derrière l'insigne de Redwood Falls. Le silence a laissé place à de grandes veillées pacifiques, témoignant d'un refus unanime d'ignorer l'injustice. Au palais de justice, Daniel défendait la justice pendant le procès. La salle était pleine à craquer. Des images de son arrestation, de sa robe déchirée et de ses aveux étaient diffusées. Le shérif Buckley et Klein semblaient vaincus. Dans sa conclusion, Daniel dénonça l'érosion de la dignité et la banalisation de la violence, appelant à la vérité pour mettre fin à cette dégradation systémique. Elle revendiqua son identité, la force qu'elle avait puisée dans son choix de ne pas se taire, rejointe par d'autres personnes assez courageuses pour parler. Le juge promit un verdict, tandis qu'à l'extérieur, les partisans organisaient des veillées aux chandelles en signe de solidarité. Une vidéo divulguée révéla que le maire adjoint Collier approuvait le contrat de Clarion, ce qui conduisit à son arrestation. Le tribunal décida que toutes les charges contre Daniel étaient abandonnées, autorisa une enquête fédérale sur le département de police de Redwood, et exigea la suspension des contrats de Clarion Shield dans tout l'État. Plus tard, au marché fermier où tout avait commencé, Daniel essuya des huées, mais aussi des hochements de tête compréhensifs. Une lycéenne, la première à partager la vidéo virale, lui dit « Tu as vraiment réussi ». Daniel répondit « Non, c'est nous qui l'avons fait ». Cette nuit-là, en enregistrant un dernier message, Daniel déclara que Redwood Falls avait changé à jamais. Non pas parce que le système était en panne, mais parce que les gens refusaient de le laisser persister. Elle souleva le tissu déchiré en disant « Ils pensaient que déchirer ma robe m'effacerait. Mais cela les a découverts. » Avec un sourire plein d'espoir, elle appela les téléspectateurs à partager l'histoire, à défendre les autres et à rejoindre le mouvement. Car rien n'est plus fort qu'une voix qui ne se fait pas taire.